Juste une question. Qui dans la salle est gaucher? D'accord. Qui dans la salle est droitier? Vous allez me dire, c'est fait. Et les autres? Ambidextres? Non? Pas un seul? Ça va être la question que nous allons nous poser à présent. Guy Cavreau, lui, il est ambidextre. Il est ambidextre professionnellement parlant, hein, évidemment. Il étudie depuis de très nombreuses années le concept d'ambidextrie organisationnelle. C'est un concept qui fait le pari d'allier à la fois l'exploitation et l'exploration, de s'ouvrir à d'autres secteurs, à d'autres manières de faire et de parier que cette procédure, cette façon de travailler est l'une des meilleures manières pour une entreprise d'assurer une certaine pérennité. Alors avec Maxime et Ezekiel, ils vont nous expliquer comment ils ont développé ce concept d'ambidextrie organisationnelle, comment ils l'ont fait chez BA System. On va vous écouter, messieurs, sur 20 à 30 minutes et puis après ce sera à vous. Ce sera à vous de les questionner, de leur poser vos questions, peut-être de nous faire part aussi de vos témoignages, de vos commentaires et d'échanger autour de cette notion. À vous, je vous en prie. Tu commences, je prends celui-là. Comme ça, vous en avez un chacun. Très bien. Bonjour à tous. Donc, on va déjà commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Guy Cavreau. Je suis directeur associé de BA System en charge des activités d'innovation et de robotique dans cette entreprise qui conçoit et fabrique des robots, vous allez le voir tout à l'heure. Moi, j'ai une formation d'ingénieur de l'INSA et depuis maintenant une dizaine d'années, je suis également chercheur. J'ai fait un doctorat à l'IGR à Rennes sur le thème de l'innovation, de l'ambidextrie organisationnelle. Je travaille beaucoup sur la recherche-intervention, c'est-à-dire comment, au sein d'une entreprise, on fait avancer les organisations grâce à des résultats de recherche. Et donc, depuis environ une vingtaine d'années maintenant, je travaille dans des groupes industriels. J'ai commencé chez Thales, enfin Thomson à l'époque, et maintenant dans la robotique, où j'ai en charge, avec Maxime, de faire naître des projets d'innovation et de les amener jusqu'au marché, de l'idée jusqu'au marché. Bonjour à tous, Maxime Ezekiel. Donc, moi, j'ai fait un master en commerce et j'ai intégré BA System avec Guy il y a 3 ans maintenant. Donc, on travaille tous les deux sur les questions d'exploration et sur la partie innovation de l'entreprise dont on va parler par la suite. Donc on a une chose en commun, c'est notre mentalité, avec des profils d'explorateurs, de promoteurs, et on a aussi des différences dans notre parcours. Vous venez de voir celui de Guy, le mien, j'ai moins d'expérience, mais un parcours plutôt orienté vers les lettres et les sciences humaines, par un passage à la fac, par des activités aussi associatives qui m'ont mené à intégrer ce poste. Donc des différences et des similitudes qui font notre force. Voilà, donc en fait, on est déjà ambidextres tous les deux, puisque chacun a une formation, donc plutôt ingénieur scientifique, et puis lettres et commerce. Alors pour continuer un peu cette masterclass, on va rapidement vous présenter un petit peu d'où on vient, ce que l'on fait, et puis ensuite, on va aller vers la définition de ce qu'est l'hybridation, l'ambidextrie. Enfin, l'ambidextrie organisationnelle, c'est le terme de sciences de gestion. Donc là, on va aller sur la pratique principalement et on vous montrera des exemples. Alors déjà, BA System, c'est une PME de presque 200 personnes, maintenant même plus de 200 personnes. Et l'entreprise BA System conçoit, fabrique, installe et maintient des systèmes formés de robots mobiles et de superviseurs informatiques. Donc l'entreprise a 40 ans d'existence, on fabrique environ 150 robots par an qui sont vendus à travers toute l'Europe. Et puis nous sommes une entreprise qui a une caractéristique, on est indépendant, on n'appartient pas à un groupe, on a racheté l'entreprise à un groupe, le groupe Legré Industrie à Rennes. Et on a une usine de 8000 m² qui est située à Mordel, dans laquelle on fabrique
des produits. Et donc, ce que l'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est comment on est passé d'un domaine initialement industriel, la construction, la fabrication et l'intégration de robots mobiles, à d'autres domaines. Donc, par exemple, des robots dans le domaine du BTP. On est fournisseur exclusif du groupe Bouygues pour des robots destinés à faciliter le travail des opérateurs sur les chantiers, des activités dans le domaine de la santé avec BA Healthcare qui compte aujourd'hui près de 25 personnes et qui conçoit et fabrique des robots pour des applications médicales, et puis une toute nouvelle start-up dans le domaine de la robotique portuaire où on va déplacer des conteneurs dans des... Alors c'est une grosse machine, ça, mais c'est une toute petite organisation dans laquelle en fait on conçoit, fabrique des machines destinées dans les ports à déplacer les conteneurs. Alors comment on était amené de passer finalement d'un métier industriel qui était celui-là en 2007 à différents autres activités. Donc on a choisi de diversifier avec une approche qui était initialement destinée à renforcer l'entreprise. Parce qu'une PME monoproduit, le gros problème, c'est sa fragilité. Si vous êtes sur un marché où arrive un concurrent, vous allez être renversé très rapidement. Et donc en 2007, on a choisi, moi j'avais quitté l'entreprise, j'ai rejoint Jean-Luc Thomé à cette période-là, et on a choisi d'abord de rendre l'entreprise hybride, donc de lui faire autre chose, pour plusieurs raisons. Premièrement, donc renforcer sa position. Deuxièmement, la volonté, c'était d'ouvrir l'entreprise et les gens qui étaient dans l'entreprise à d'autres secteurs d'activité. Alors vous allez voir par les exemples que va donner Maxime ou le mien, on travaillait avant avec des industriels et après on a travaillé avec des chirurgiens et puis avec des artistes d'art contemporain. Et donc l'ouverture, nécessité d'ouverture. Et enfin, troisième point qui nous a un petit peu motivé pour faire cette hybridation, c'était d'intégrer des nouvelles compétences dans l'entreprise et de maintenir les gens dans l'entreprise. Et la genèse de cette hybridation, ça a été un projet de l'Agence nationale pour la recherche qui s'appelait RobMarket, mené en partenariat avec l'INRIA à Rennes, avec le CEA, et qui nous a conduit à développer une machine pour des applications d'intervention dans le domaine nucléaire à haut risque, et qui nous a un petit peu mis le pied à l'étrier, qui a engrammé, qui a mis une graine dans l'entreprise de ce que pouvait être l'hybridation, les nouvelles activités et le processus pour faire des nouvelles activités. Donc suite à ce projet est décidé par notre président avec Guy qui mène ses travaux de thèse sur le management de l'innovation, de mettre en place une stratégie d'innovation avec une cellule qui va être chargée au sein de l'entreprise d'explorer de nouveaux domaines, donc vraiment d'implémenter cette ambidextrie organisationnelle qui consiste, comme le disait Anne en introduction, à savoir jongler à la fois avec les activités à court terme, être très efficient sur les projets, sur son cœur de métier, et à la fois savoir simultanément s'adapter au changement de l'environnement, répondre aux nouvelles demandes et explorer de nouveaux domaines, nouveaux usages, proposer de nouvelles offres, savoir se reconfigurer. Donc comment ça se passe ? Tu peux passer ? Voilà. ABA System, ça s'organise comme ça. Donc, comme on vous le disait, en bleu, là, vous avez une entreprise, un schéma d'entreprise classique avec ses fournisseurs, son activité qui délivre une offre, une prestation à des clients. Et donc, ABA, on a en orange, là, cette cellule qui est constituée de 3 personnes. Donc, aux avant-projets, au montage et à l'émergence de nouveaux projets, vous trouverez Guy et moi-même, donc sur des parties de recherche d'utilisateurs, de recherche de partenaires, de création de liens avec des laboratoires, et ensuite de montage de projets où à un moment, il faut écrire noir sur blanc ce qu'on va faire. Donc rédaction soit de devis, soit de demande de subvention. Et donc, suite à l'émergence de ces projets, on va trouver une 3e personne, Bertrand Jacques, qui lui est chargé de
mener les projets, des études à la réalisation, à la mise en service. Donc on est 3 et ensuite on va puiser dans les ressources humaines, dans les compétences de l'entreprise, les compétences qui vont être nécessaires à mener ces projets. Alors, et donc on a été qualifié par un auditeur externe d'incubateur. Nous, c'est un terme qui nous sied plutôt bien. Ouais, c'est une sorte d'incubateur dans l'entreprise. Et petite remarque, donc ça, c'est des résultats qui ont été produits avec le partenariat de l'Institut de gestion à Rennes, avec qui on a mené une recherche-intervention pendant 5 ans. On peut voir des exemples maintenant, concrètement. Quels sont les projets qu'on a pu mener? Alors, on va illustrer ça par un exemple qui est bon, pour nous une vraie réussite, puisque ça a permis de créer 25 emplois. C'est une entité aujourd'hui qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et surtout, ça nous donne également, c'est aussi important par rapport à notre image, puisqu'on est fournisseur de GE Healthcare aux États-Unis, donc qui est une des plus grosses entreprises industrielles au monde. Et donc, c'est une image qui nous sert énormément à l'export ou pour se faire connaître, notamment aux États-Unis. Et tout démarre dans cette cellule-là, en orange, qu'on a vu, par la réalisation d'un démonstrateur. General Electric vient nous voir suite à une rencontre sur un salon. Il vient nous voir pour construire un démonstrateur et il nous demande en fait de mettre dans un bloc opératoire un robot mobile industriel. Et je passe les détails parce que l'acceptation a été très difficile dans l'entreprise. Parce que quand on va expliquer à des gens du bureau d'études qui font des machines classiques qu'il faut mettre les mêmes machines dans un bloc opératoire avec des clients finaux qui sont plutôt exigeants, les chirurgiens et le domaine médical est très très exigeant, ça va être assez difficile. Et donc on a construit cette machine et on a démontré en fait un certain nombre de faisabilités, notamment par rapport à la possibilité, dans un bloc opératoire, de déplacer un système de radiographie qui va permettre au chirurgien, en même temps qu'il opère, de faire des images rayons X. Donc vous voyez ici la table d'opération. Donc il y a le patient qui est dessus et puis il y a un robot qui a la capacité de tourner autour du patient et de faire des images en temps réel. Donc ça, c'était la première phase du projet. Et ensuite, le groupe General Electric a vu en nous la possibilité de travailler de manière collaborative. Et donc, on a monté un projet assez important, qui est un projet FUI qui était soutenu par la région Bretagne et la métropole de Rennes, et dont l'objet était comme tout projet d'innovation collaborative, de lever des verrous scientifiques et technologiques, en l'occurrence la précision du robot, les interfaces de commande et puis également tout ce qui est lié au fonctionnement dans un environnement médical. Et pendant près de 2 ans et demi, en partenariat avec le commissariat à l'énergie atomique pour la partie robotique, l'université de Nantes, laboratoire de l'IRSIN et les end-user CEK pour les commandes et J comme end-user final, GE Healthcare, et également avec la participation d'utilisateurs, donc l'INRA pour les essais sur les animaux et puis la PHP sur les essais sur les êtres humains, on a mené ce projet collaboratif et à l'issue du projet, nous sommes partis sur une industrialisation grâce à GE à travers le monde du produit. Donc ensuite, à l'issue du... J'ai un petit souci de... PowerPoint, hop. À l'issue donc du projet collaboratif qu'on voit ici, donc c'était un projet qui faisait 18 millions, qui était appuyé par d'autres financements. Nous avons produit la machine et aujourd'hui nous avons une usine à Mordel qui produit la machine. On en fabrique 60 par an et ces machines sont vendues à travers le monde. Et on voit ici l'image de l'usine installée chez nous. Alors, de mon point de vue, c'est presque un cas d'école d'hybridation parce que vous voyez qu'on est d'abord dans un projet d'innovation de A à Z, de l'idée de GE et du partenariat et du brevet commun qu'on a avec eux jusqu'au marché, même plus loin que le marché puisqu'on assure même le SAV pour certaines parties de la machine.
Donc ça, c'est le premier point. Et puis là, on est vraiment dans un cas d'école d'hybridation également, puisqu'on passe d'un domaine industriel à un domaine médical, avec évidemment les secteurs d'activité, mais aussi, on le verra tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure, les différences de méthodologie, les différences de fonctionnement. Puisque quand on fait une machine dans l'industrie, on lui donne un ordre, elle fait l'ordre. Si elle ne le fait pas, c'est pas grave. Un robot avec un patient en dessous et puis un système en rotation qui fait 250 kg, si le système a un problème, le patient il peut être tué. Et donc là, il y a des règles qui ne sont pas du tout les mêmes dans le domaine médical. Et puis il faut souligner également une autre hybridation qui est celle de l'association finalement d'un grand groupe, General Electric. À l'époque, c'était le 3e groupe industriel mondial, et une petite PME. Nous, et on a su finalement travailler les uns avec les autres, ce qui n'est pas sans poser de problème, hein, puisque une machine de guerre comme General Electric a des règles. Il faut se plier à leurs règles, mais il faut aussi continuer à travailler. Et donc, on voit à travers cet exemple un premier exemple d'hybridation, je dirais assez classique et technologiquement un petit peu compliqué au niveau logiciel. Et on va voir qu'il y a un autre exemple d'hybridation dont va parler Maxime, où là, c'est encore plus difficile en termes d'hybridation, puisqu'on va attaquer le domaine de l'art. L'art contemporain, ça fonctionne ? Oui. Comment c'est arrivé à BA System ? Donc en 2014, quelqu'un de notre réseau étendu nous sollicite. Il s'agit du professeur Jean-Paul Lomont, qui est directeur du laboratoire du CNRS en robotique, qui s'appelle le LAS, qui est à Toulouse. Et qui, lui, professeur a été au Collège de France aussi. Professeur au Collège de France également, qui lui a été mandaté par un artiste et sa société de production pour trouver une entreprise qui serait capable de fabriquer des chariots qui serait une composante de son œuvre d'art contemporain. Donc c'est un artiste qui a été choisi par le ministère des Affaires étrangères pour représenter la France dans le cadre de l'exposition de la Biennale de Venise. Et donc on reçoit le cahier des charges de cet utilisateur final assez différent de ceux dont on a l'habitude de recevoir les cahiers des charges, puisque c'est un langage différent, ce sont des attentes différentes. Nous, on est un peu embêtés aussi dans le sens où les délais de réalisation sont très courts. On a seulement 6 mois pour concevoir des machines totalement nouvelles. Là, on voit un plan. C'est une machine avec 3 roues, en fait. 3 groupes motodirecteurs, donc omnidirectionnels. C'est quelque chose qui n'est pas un produit catalogue chez nous. Alors, je vais rappeler un point important. L'artiste, il voulait traduire en fait quelque chose qui portait sur le métabolisme des arbres, et il voulait qu'on puisse représenter avec des mouvements de robots, donc 3 robots de 7 tonnes, le métabolisme des arbres changeant. Il faut savoir que dans un arbre, vous avez de la sève, et en fonction du vent et du soleil, la sève va se déplacer dans l'arbre, avec une périodicité très courte, puisque en moyenne elle est de 50 secondes. Donc on imagine qu'un arbre c'est figé, mais non, la sève elle circule très vite à l'intérieur. Et donc il voulait traduire dans une œuvre d'art ce phénomène en mouvement de robot. C'était ça le cahier des charges qui nous était proposé par Céleste Boursier-Mongenot. Et après on est arrivé au robot. Et donc, il a fallu faire accepter ce projet, parce que nous, évidemment, on avait envie de le faire. On est la partie exploration de l'entreprise. On est très curieux, très ouvert. Quand on a vu ça arriver sur le bureau, on était emballés. Et ça n'a pas été facile dans le sens où c'était un projet qui était soi-disant pas faisable techniquement, du moins dans les délais qu'on avait dans la période des 6 mois, dans le sens où c'était une machine qui allait en extérieur, il fallait qu'elle soit omnidirectionnelle, il fallait qu'il y ait une supervision spéciale du fait de ces sondes qui permettent de mesurer le flux de sève et l'activité électrique de l'arbre. Donc c'était pas évident à faire accepter. Et un petit exemple de point dur qu'on avait, ici, là, on est à la Biennale de Venise. Le sol, il appartient pour partie à l'Angleterre, à l'Allemagne et à la France. Et donc, dans une application industrielle, on aurait dit spécification de sol, on met un béton.
Sauf que là, zone classée, pas moyen de mettre un béton, donc on a dû concevoir une machine qui était capable de sortir d'ornières parce que le sol était humide. Et donc d'un point de vue technique, c'était un projet très très compliqué, à la fois au niveau mécanique, software, et puis également au niveau du contrôle-commande. On a dû faire face aussi à de la résistance au changement, du fait que c'était pas un projet industriel justement. Nous, on a l'habitude des choses robustes, sérieuses, de la production. Et là, on arrive dans l'art contemporain qui crée d'autres valeurs pour les utilisateurs. On n'est plus dans le fonctionnel, mais on est dans l'émotionnel, le social, pour reprendre les termes de la première intervention de ce matin. Donc, ce qui n'était pas évident à faire accepter. Voilà, donc... Maintenant, par rapport à cet exemple, ce qu'il faut voir, c'est que on a quand même fait le projet. Ça a été extrêmement difficile en interne, hein. Tu l'as dit, mais n'imaginez pas qu'une entreprise industrielle, lorsque vous avez un artiste d'art contemporain qui est mondialement connu, qui vient présenter ça, que tout de suite on va changer d'activité puis qu'on va faire ça. Là, vous avez toute l'entreprise qui est en face de vous qui vous dit mais ça va pas bien, quoi. Hein. Alors après, donc on l'a réalisé et l'impact a été colossal en termes d'image, hein, puisque la Biennale de Venise, c'est quelque chose d'internationalement connu. En fait, le point clé là-dedans, c'était d'être capable de convaincre en interne les personnes qui nous prenaient pour des fous. Donc on avait quand même de bons arguments, dans le sens où il y avait quand même 3 machines à produire. Ça faisait de l'activité pour l'entreprise. Et c'était aussi un bon coup de com' à jouer, dans le sens où la Biennale de Venise, c'est un événement prestigieux qui a un rayonnement international. Donc je vous propose maintenant avec Guy de voir les enseignements à tirer, analyser ces cas. Alors rapidement, hein, à partir de ces 2 exemples et de manière assez rapide, donc quand on parle nous d'hybridation dans ces projets-là, vous voyez, on va hybrider 2 mondes. Donc le monde de l'industrie, le monde de la santé, le monde de l'industrie, le monde de l'art par exemple, mais il y en a bien d'autres. Premier point. Deuxièmement, quand on parle d'hybridation, et ça c'est un point qui est important pour nous, il y a les notions de méthodes, les méthodes différentes entre les grands groupes et les petits. Et puis, il y a une hybridation qui est évidemment technologique, parce qu'on a des technologies différentes entre un système de rayons X et un robot mobile. Donc maintenant, en termes de point dur dans l'hybridation, le vrai point dur, c'est l'acceptabilité sociale au sein de l'entreprise. Le choc des cultures. Vous mettez un ingénieur de BE face à un chirurgien, c'est pas toujours facile. Chirurgien, c'est quelqu'un qui a toujours été excellent depuis qu'il est tout petit, hein. Donc lui, il dit les choses, on fait les choses. Et nous, on est habitués dans les bureaux d'études à négocier avec les clients, à dire bah ouais, mais ça, faudra peut-être pas le faire. L'artiste, il est pareil que chirurgien, on négocie pas. Donc, un des points durs, c'est le choc des cultures entre des mondes différents. Et le deuxième point, il est interne, c'est dans la gestion. C'est quand on fait de l'ambidextrie, on va gérer à la fois de l'exploitation, régime établi, avec une trésorerie qui va bien, etc. Quand on est dans l'exploration, là par exemple sur des projets comme ça, on va jouer entre des financements de mécénat, publics, des avances, et donc c'est toujours un petit peu compliqué de gérer cette différence, un vrai travail d'équilibriste, pour ne pas dire un peu schizophrène, quoi. Et enfin, le dernier point dur, souvent, c'est le temps. Parce que développer des projets dans d'autres domaines, dans d'autres activités, implique d'avoir du temps. Du temps à passer avec tes partenaires, du temps pour développer les produits. Et ça, dans les entreprises et surtout dans les PME, le temps, souvent, on en manque. Et alors maintenant, les facteurs de réussite, après ces points durs. Le premier facteur, essentiel, il y en a 3 grands, hein. Le premier, c'est d'avoir envie de le faire. Il faut que les directions aient envie de faire, d'hybrider les connaissances, de développer. Ça, c'est le premier point. Et moi, j'observe souvent que les gens qui font de l'hybridation sans avoir envie, ça marche rarement. Deuxième point, c'est d'avoir des capacités particulières qu'on appelle les capacités dynamiques en gestion. Et ces capacités dynamiques, elles portent sur la capacité à pouvoir explorer des mondes et à adapter l'entreprise pour pouvoir traiter dans ces mondes des opportunités.
Donc c'est toute une théorie, sciences de gestion, développée par David Tiss il y a environ une vingtaine d'années, et qui s'adapte tout à fait à ces métiers d'hybridation où on vient s'adapter à un environnement et transformer les ressources. Et enfin, le troisième élément, après les capacités dynamiques et l'envie, et Maxime en a parlé, quand on va faire de l'hybridation dans une entreprise, c'est la nécessité de convaincre. On passe son temps à convaincre les gens en interne, les partenaires, les utilisateurs finaux, les premiers acheteurs, etc. Donc voilà les enseignements qu'on pourrait tirer de cette activité d'hybridation. Sur ces deux exemples, maintenant, en synthèse, Maxime va nous parler des éléments de conclusion un petit peu plus haut niveau. Donc pour conclure, pour être capable vraiment d'explorer et mettre en pratique l'ambidextrie dans une organisation, il faut d'abord bien se connaître, savoir qui l'on est et où l'on veut aller. Donc pourquoi pas s'appuyer sur un diagnostic stratégique. Il y a beaucoup de cabinets de consulting qui proposent de réaliser cette tâche. Il faut forcément bien connaître son réseau, connaître son écosystème, connaître son environnement. Donc pourquoi pas, dans une première étape, se rapprocher de pôles de compétitivité. C'est leur métier, ils font ça très bien. Il faut forcément être ouvert d'esprit, aussi être ouvert sur le monde. Il ne faut pas se fermer de porte pour pouvoir innover. Il faut être curieux aussi. Quand un artiste vient, faut avoir envie de le comprendre. Comme le disait Guy, il faut se donner les moyens humains et financiers de mener les projets. On ne peut pas faire les choses à moitié, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc c'est important d'avoir le soutien de la direction, d'être au moins soutenu, avoir des relais internes. Il faut provoquer et accompagner le changement. Donc ça rejoint sur ce qu'on disait sur cette capacité à convaincre, être convaincu pour être convaincant. En guise d'ouverture, on nous a demandé ce que c'était pour nous donc l'entrepreneur ou l'intrapreneur hybride. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une double casquette, qui a ses connaissances et son métier de base et qui va être ouvert à autre chose, qui va apporter quelque chose de nouveau dans l'existant. C'est aussi quelqu'un qui a envie de secouer la pulpe, comme dit notre président, qui a l'envie d'aller vers d'autres territoires. Et forcément, cet intrapreneur, c'est un peu un schizophrène également, parce qu'il va falloir, dans le cadre de cette ambidextrie, qu'il jongle entre ces problématiques court terme d'exploitation et ces problématiques à long terme d'exploration. Je vous remercie. Merci. Merci de nous parler de cette ambidextrie, puis avec ces deux exemples extrêmement parlants qui nous permettent de comprendre comment ça peut s'illustrer dans l'entreprise. Si vous en êtes d'accord, vous allez répondre maintenant aux questions du public. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole. Moi, j'ai déjà une question, si vous voulez bien. On voit bien l'intérêt d'opérations ambidextres comme celle-ci, soit en termes d'image de marque pour l'entreprise, soit en termes de marché de façon très concrète. Mais c'est certainement ce travail d'exploration quelque chose d'assez coûteux. Est-ce qu'il n'y a pas une question de dosage à trouver pour ne pas déséquilibrer le modèle économique de l'entreprise tout en permettant de s'ouvrir sur de nouveaux secteurs, de nouveaux marchés, une nouvelle image? Cette question d'équilibre du dosage, elle se pose ou pas? Oui, complètement. Alors moi, je vais parler depuis le début et puis Maxime complétera par rapport à son expérience récente. Mais n'imaginez pas qu'une organisation comme la nôtre dans l'entreprise, on soit les superstars. Hein. Parce que nous, notre métier, il consiste à apporter de la désorganisation dans l'organisation établie. Il faut quand même rappeler que l'innovation, c'est quelque chose qui est hors format, qui casse les formats établis pour faire autre chose. Hein. N'oubliez jamais ça en innovation. Et donc, ce qu'on va faire, ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, d'un point de vue organisationnel, on est presque isolé, pas physiquement, mais dans l'organisation, de manière à ne pas trop, entre guillemets, polluer le régime établi. Donc, on le vit, nous, tous les jours, hein, puisque c'est une sorte de lutte de ces activités nouvelles avec les activités traditionnelles.
Et puis il y a aussi le fait que ça énerve un petit peu dans le sens où, vous voyez, c'est des projets bankable, quoi, ça se voit partout, etc. Alors qu'il y a 65% de l'entreprise qui travaille à générer du chiffre d'affaires dans des usines, avec des clients, voilà. Ouais, il faut qu'ils soient toujours plus productifs et rentables. Leur temps est compté. Alors le nôtre aussi, mais du coup, on a un autre modèle économique dans le sens où on va pouvoir faire appel à notamment des financements. Donc soit des financements publics par le biais de subventions ou d'avances remboursables. Donc il y a beaucoup de guichets qui aident à l'innovation, soit en région, soit en France ou même à l'échelle de l'Union européenne. Ils sont très actifs dans ce sens. Il y a aussi tous les outils de la BPI France, la Banque publique d'investissement. Donc il y a des personnes ici qui en parlent très bien, notamment ce matin la personne de la Banque populaire. Les avances remboursables notamment. Qui parlait de tous ces guichets, voilà, avec des produits comme des produits bancaires comme les avances remboursables. Donc nous, on va capter ces financements et les compléter par de l'autofinancement aussi. Utiliser la capacité d'autofinancement de l'entreprise avec des lignes budgétaires qui sont allouées à ces activités d'exploration et d'innovation. Ouais. Et on a aussi des financements directs. Hein. Voilà, des gens comme Bouygues, comme GE qui payent directement. Donc les utilisateurs finaux qui vont commander des machines spécifiques, ces démonstrateurs, comme on le voyait avec sachant qu'ils ont un intérêt à le faire aussi, c'est qu'ils peuvent, comme on est habilité à faire de la recherche pour des tiers, eux bénéficient de crédits d'impôt dans ces activités nouvelles d'innovation. Je vous en prie. Bonjour, Julie, Magie Réseau. Moi, j'ai une question, c'est vos prochaines hybridations dans l'avenir, parce que vous avez fait le médical, vous avez fait l'art, la suite. Du moins, ce que vous pouvez nous si c'est pas secret. Alors, dans ce qui n'est pas secret. Peut-être. Alors, dans ce qui n'est pas secret, actuellement, on travaille beaucoup. On va lancer là, dans une semaine chez un gros industriel de Vendée un robot charge lourde pour déplacer à l'extérieur des charges importantes. Donc ça c'est pas secret et ça va être fait dans... Enfin, je l'ai vu hier, ça fonctionnait, ça démarrait. Et donc, d'ici une semaine ou 2 semaines, ça va être un projet dans le domaine des charges lourdes. Et là, on est dans une forme d'hybridation dans le sens où avant, on était dans un milieu, on transportait des charges d'1 tonne. Maintenant, on va déplacer 10 tonnes ou 20 tonnes ou 30 tonnes. Donc, premier projet. Et puis, on a des projets confidentiels dans des domaines... dans des domaines dont on n'a pas parlé ici, mais on peut dire que vous avez bien vu que l'agriculture est en train de changer. Donc le domaine agricole est un domaine sur lequel on est plutôt pas mal positionné et on travaille dessus. Oui, bonjour Didier Nico. Moi j'ai une question un peu pour revenir sur la partition de l'entreprise entre les 60 qui font le produit courant, je dirais, et puis les produits qui sont dans la lumière. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience? Est-ce que les gens qui sont dans l'activité, le cœur de métier, on va dire, de BA System, on reconnaissent et finalement ont peut-être une certaine fierté de par les projets qui les mettent indirectement, enfin directement quand même, parce qu'ils sont quand même aux manettes dans la lumière? Alors, on espérait ça. C'est-à-dire que quand vous regardez certains modèles de sciences de gestion, notamment dans les grands groupes industriels, il y a ce qu'on appelle les modes d'infusion, c'est-à-dire on met les gens, puis ils reviennent, et puis ils sont meilleurs. Vous mettez quelqu'un à travailler pendant 5 ans chez Toyota ou Procter & Gamble, dans la production, à mettre des machines, à se faire engueuler que c'est pas à l'heure, etc. Dès qu'il a goûté au médical, il ne revient jamais dans l'industrie. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a observé. Et qui continue, je dirais. Et nous-mêmes, dans ce qu'on fait, les gens viennent nous voir en nous disant ah, tiens, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est quand même un petit peu plus fun comme activité. Et on l'a vu dans l'activité médicale, ça, et dans le portuaire, hein, récemment, dans l'informatique, même chose. Tout de suite, on va dans le portuaire, parce que là, c'est tout de suite les salons à Chicago, l'international, Shanghai, les conférences, et voilà. Et donc, ceux qui ont goûté à ça, pareil, ils ne reviennent plus. Hein. Et donc, le retour, en revanche, on essaye de le faire, parce que du coup, on en a besoin,
soit sur des focus composants. Donc par exemple, un composant qu'on va développer dans le médical, après on va l'utiliser dans l'activité industrielle, ou alors dans des capacités qu'on va acquérir sur, par exemple dans le médical, dans le software, pour durcir les softs, et ça on va le réutiliser ensuite dans l'industrie. Mais ça reste malheureusement marginal. Et pour prolonger votre question, si vous le permettez, d'un point de vue humain, on comprend bien qu'il y a une utilisation, et c'est une évidence, des technologies que vous développez, mais est-ce qu'il y a une cohésion de l'entreprise autour de ces expérimentations? Ou à contrario, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu à part? Pardon, je vais à la caricature, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu l'aristocratie qui cherche dans l'entreprise, et puis les autres, eh ben, les pauvres, ceux qui font le travail sur le terrain? C'est pas vécu comme ça. Comment c'est vécu? Alors nous, on peut pas le juger. On peut pas juger nous de ce qu'on est. Ce qui est sûr, c'est que on perturbe le système. Ça, c'est certain. Et donc, comme on perturbe le système, il y a sans arrêt des réticences sur... Ça grippe. Ça grippe. Là, récemment, on a décroché un projet européen. Enfin, les projets européens, c'est pas facile à décrocher. Avec Beneteau, enfin, des grands noms nationaux. Des projets qui arrivent, qui vont occuper, je ne sais plus combien il y a d'heures, c'est 15 000 heures. Donc, c'est-à-dire, c'est quasiment la moitié de notre budget R&D global. Et donc, on arrive sur des projets comme ça européens. Évidemment, ça perturbe complètement. D'un autre côté, il y a des industriels derrière, comme Beneteau, comme Areva dans le nucléaire ou d'autres, qui sont les clients finaux de ce projet. Et donc, il y a un intérêt d'un point de vue économique, peut-être dans 5 ans ou dans 3 ans. Et donc, c'est perçu de manière un peu... on embête beaucoup de monde, quoi, parce qu'il faut recruter, etc. Pour répondre à la question, c'est vrai que c'est très subjectif pour ce qui est des avant-projets, donc soit d'exploitation ou d'exploration, parler de l'innovation. Je pense que nous, on aime beaucoup ce qu'on fait et on trouve que c'est beaucoup plus fun d'être aux avant-projets d'innovation. Après, il faut voir que il y a des personnes qui n'aimeraient pas faire ce qu'on fait. Par exemple, échanger autour d'un cahier des charges d'un artiste, c'est pas sérieux, ça les intéresse pas. Donc c'est ça aussi. Et après, dans les projets, les équipes qui réalisent les machines, eux, alors c'est pareil. Il y a des gens qui ont vraiment envie de les faire, qui sont curieux, qui viennent nous voir pour savoir ce qu'on a dans les cartons, les dossiers qui vont sortir et qui vont arriver sur leur bureau. Et il y a aussi des gens qui aiment bien les choses pour lesquelles il y a des protocoles, des règles à suivre, qui veulent pas du tout sortir de la ligne directrice. Donc pour eux, innover, sortir du cadre, être hors format, c'est pénible. Donc, il faut tout pour faire un monde, et je pense pas que ce soit ni bien, ni pas bien, ni fun, ni quoi que ce soit. Faut que chacun dans l'organisation trouve chaussure à son pied. Merci. Alors, monsieur, et puis je viens jusqu'à vous. J'ai changé un peu ma question en cours de route parce que vous avez posé celle que j'avais envie d'aborder. Du coup, François Frénéat, société Evosense, qui conçoit des systèmes optiques. Comment se fait le choix entre différents projets? Parce que j'imagine que vous n'avez pas des moyens extensibles à l'infini. Et du coup, quels sont les critères et qui prend la décision de vous positionner sur tel ou tel type de projet? Très bonne question. Alors, si avec nous, on ferait tout. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, on a combien? 3 sollicitations par semaine à peu près, en moyenne, hein. On est dans la robotique, nous. Alors, la robotique, vous avez énormément de gens qui cherchent à faire différentes choses. Et donc, beaucoup de sollicitations. Et en effet, il faut choisir. Et c'est pas évident, hein. Alors, on a des critères. Alors, premier critère de choix, il faut que ce soit des robots mobiles. Alors déjà ça, c'était dur pour nous parce qu'il y a plein de choses à faire en robotique. Il y a des robots humanoïdes, il y a les drones, ça on n'en fait pas. Donc premièrement, il y a un critère de choix là. Ensuite, il y a un deuxième critère de choix qui donne par rapport au business model priorité aux projets qui sont financés par des industriels. Si Bouygues vient et si en face il y a un projet NR, on va d'abord faire Bouygues. Donc, deuxième critère de choix. Et puis ensuite, on a un troisième critère de choix qui est est-ce que ça va servir l'entreprise à terme?
Alors celui-là, pour vous... Comment savoir? Oui, voilà, parce que par exemple, le projet médical qui nous rapporte aujourd'hui un quart du chiffre d'affaires, on n'était tellement pas sûr qu'il se fasse qu'on a fait un autre robot de rééducation. D'accord, le projet Roboca. Et donc ça, c'est pas évident à qualifier. Et puis après, il y a le feeling, quoi. Je pense qu'on applique nous-mêmes un filtre parce qu'il y a la valeur monétaire, financière qui est créée par cette machine. Et puis il y a la valeur aussi d'usage, tout ce qui ne peut pas être quantifié en euros, ce qu'on va apporter à l'utilisateur final, à la société dans son ensemble. Avec nos machines, on l'a vu qu'on a des cas d'usage vraiment variés. Donc nous, on va privilégier, par exemple, on ne fait pas de robots à usage militaire. On ne fera jamais une base mobile, un chariot qui déplace une mitrailleuse. Parce que ça ne nous intéresse pas de faire des machines qui vont servir à tuer d'autres êtres Dieu sait si humains. on a des demandes là. Pourtant, ça, Et c'est pas un que vrai française. marché. Hein. Les armées du monde entier demandent ce genre de choses. Nous, on ne le fera pas. Donc, on fait un filtre comme ça en termes de valeur d'usage. Vous avez des critères éthiques aussi dans, Oui. vos choix. Oui, mais alors ceux-là, ils sont tellement évidents qu'ils ne sont pas établis. Voilà. Oui, enfin, il y a d'autres entreprises pour lesquelles c'est pas une évidence, mais c'est un choix assumé. C'est un choix assumé, ouais. C'est vous en tant que personne qui faites ces Non, choix. c'est tout le monde. C'est le CODIR, en fait. C'est au sein du CODIR. Merci, monsieur. Vous souhaitiez intervenir. Bonjour, bonsoir, Edouard Sikerski, EDF et les activateurs aussi. J'ai une question, enfin je trouve que c'est très intéressant, j'avais une autre vision de l'ambidextrie et je trouve que c'est un exemple qui montre un autre cas par rapport à ce que j'avais en tête. Pour moi, l'ambidextrie et l'exploration, quelque part, il n'y a pas de marché. Et là, j'ai l'impression que vous répondez à un cahier des charges, donc vous êtes plus proche de l'innovation de marché, parce que vous restez sur des robots, que de l'exploration où finalement vous avez des compétences, des capabilities, comme dirait Florent Pone, mais dans lesquelles vous pouvez aller explorer des choses que vous n'avez jamais explorées au sens des nouveaux marchés, des choses comme ça. Et donc j'aimerais savoir quelle est votre vision de ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de partir de vos assets de compétences et de se dire finalement je ne vais pas faire un robot, je vais faire un truc qui n'a rien à voir avec ce que je faisais, mais dans lequel je crée de la valeur. Et donc j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Alors on a travaillé là-dessus, on a même travaillé pendant 3 ans avec l'École Centrale Paris sur une méthode qui s'appelle Radical Innovation Design, qu'on a implémenté, testé, etc., où on est allé chercher des choses. Le vrai problème, en fait, quand on invente un nouveau robot, on se dit tiens, on va faire un beau robot pour faire ça. Nous, on est 200, on n'a pas des moyens financiers qui nous permettent de mettre... Enfin, si vous voulez, un robot comme celui que vous avez vu pour Bouygues, ça coûte 500 000 € pièce. Hein. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui paye derrière, l'exploration, c'est super sympa, mais ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, si on n'a pas un marché derrière qui accroche, eh bien, on ne va pas le faire. Je sais, par exemple, je vois General Electric avec qui on travaille, ils ont ce qu'ils appellent des listening posts. Ils mettent 15 ingénieurs, 10 millions d'euros, et puis ils explorent. Mais bon, c'est General Electric, quoi. D'accord ? Et dans les PME, nous, s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui tire, on ne va pas forcément y aller, quoi. Voilà. Oui, c'est effectivement de l'exploration, mais du pragmatisme aussi pour qu'effectivement ça ait un impact positif, vous le disiez, sur l'entreprise. D'autres questions, d'autres remarques, d'autres expériences aussi peut-être sur ces questions ? C'était encore une question. Je voulais revenir sur le projet artistique. Vous aviez dit tout à l'heure que ça a été très difficile de le faire accepter à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et que ça s'est finalement fait et que ça a été un succès. Et donc ma question, c'est comment vous avez réussi à le faire ? Comment vous avez fait pour le faire accepter en fait ? On avait des arguments de poids, donc c'était des machines qui étaient vendues, il y avait un client, donc ça apportait de l'activité à l'entreprise, du chiffre d'affaires, ce qui est important. Et également, on l'a placé sur le côté communication, en fait, que c'était un projet qui nous donnerait beaucoup de visibilité. Et puis,
on est rentré par la petite porte. C'était un moment où dans certains métiers, dans certains services au sein de l'entreprise, ils avaient une baisse d'activité qui était momentanée. Et nous, on arrive dans cette petite fenêtre à se glisser, à porter de l'activité à certains concepteurs qui étaient plus ou moins en stand-by à cet instant T pendant quelques semaines. Ça permet. Maxime est très gentil. Il y a eu des gros coups de poing sur la table. Il y a un moment, il y a une décision, on a eu des échanges très très tendus sur le sujet, où les gens de l'industrie n'étaient pas du tout intéressés pour le faire. On a même exploré la possibilité de le faire par des tiers. Voilà. Et puis ensuite, Jean-Paul Lomont, Collège de France, Fleur Pellerin, ministre de la Culture, les services qui appellent pour dire voilà, c'est bien qu'une PME française. On a tout de suite senti qu'il y avait quand même quelque chose de très important, l'agence qui regardait si on allait tenir les délais, etc. Et à un moment, en direction, on a dit on fait. Et on fait et on ne discute plus. Voilà. Et à partir de là, ça a été mieux. Et puis l'autre point dont tu n'as pas forcément parlé, c'est qu'on a eu des gens dans l'entreprise qui ont accroché au projet, notamment le responsable de l'activité médicale, qui est aussi très sensible à l'art, qu'on a poussé à être le chef de projet, qui est quelqu'un de très facilitateur. Et puis un concepteur du BE mécanique qu'on n'aurait jamais imaginé, qui s'est pris vraiment d'intérêt pour le défi à relever d'un point de vue mécanique, parce que ça, en fait, d'un point de vue automatique, c'est très compliqué à commander. Pour ceux qui ont fait de l'automatique, c'est 3 groupes motodirecteurs qu'on doit commander de manière synchronisée. Normalement, ça ne marche pas. Et donc, ces concepteurs, les 2-3 personnes, ont pris le truc en main et ils ont vite compris qu'il fallait que ça marche. Et ils ont relevé le défi, en fait. Il y a un moment où la mayonnaise a pris et puis c'est parti, quoi. Et voilà. Mais c'était pas simple. Je m'interroge à vous entendre, à vous écouter, nous parler de, je vais mettre des guillemets, mais des combats que sont ces projets, en fait, pour les mener à bien, les faire accepter. Est-ce que vous avez l'impression que votre approche, cette ambidextrie fonctionnelle, opérationnelle, elle change la culture de l'entreprise? Elle la fait avancer ou pas? Je parle évidemment pas que de vous, mais les autres. Est-ce que vous avez l'impression d'être des activateurs, des facteurs de changement culturel? Je pense que nous, on est convaincus des bienfaits de ce qu'on fait, au moins pour nous-mêmes, après pour l'organisation. Oui, mais est-ce que ça marche? Sûrement, est-ce que vous avez l'impression, Maxime, que ça prend? Moi, j'ai l'impression que, par exemple, le cas de la Biennale de Venise, il y a peut-être ce côté-là aussi on le fait exprès pour les choquer, peut-être pour énerver un peu. Donc, au contraire, je sais pas. Hein. Enfin, nous, Non, je pense honnêtement quand même, les gens ils grognent comme ça, mais après ils sont quand même contents, notamment sur le médical, sur diversification robotique médicale, réhabilitation, etc. Il y a une sorte de fierté quand même si c'est pas facile, mais on a employé le terme d'engrammer tout à l'heure, donc on plante une graine, puis petit à petit ça pousse, quoi, ça se développe, mais c'est long. Julie, peut-être la toute dernière question. C'était juste pour compléter ta question, en fait, est-ce que vous disiez que ce service est né en quoi, 2014, c'est ça, les premières dates? Non. Non. Ce début d'hybridation 2007. 2007. Justement, est-ce qu'entre 2007 et aujourd'hui, 2016, bientôt 2017, est-ce que vous avez l'impression que quand vous arrivez avec un projet complètement bizarre, que c'est plus facile à le faire accepter aujourd'hui qu'en 2007? Non, toujours aussi difficile. Ah non, mais si c'est innovant, ça va embêter. Là, actuellement, on travaille sur des projets d'IT où on veut embarquer de l'intelligence embarquée sur les machines. C'est juste... on n'ose même pas en parler des fois. Voilà. Mais c'est pas plus facile. Hein. Et quand on regarde la littérature, souvent, on voit que on ne change pas une organisation facilement, quoi.
Bonjour, Fabien Marchand. J'ai eu une petite expérience en innovation dans une usine qui fabriquait des flacons de parfum. Donc un domaine très particulier et très figé. Et donc je comprends particulièrement bien votre problématique qui est d'essayer de convaincre les gens sur des choses auxquelles ils ne sont pas du tout habitués. Mais je vous soutiens parce que le résultat au final est quand même super bien. Et au bout de quelques années, les gens s'approprient votre travail. Et là, on est content parce qu'on s'en est pris plein la gueule pendant plusieurs années. Et au bout d'un moment, qu'on entend dire « Ah bah sur ce point-là, moi qui étais complètement contre, j'ai changé mon fusil d'épaule », eh bah, ça fait plaisir. Donc on a des petites victoires quand même. Eh ben, ce sera le mot de la fin, cet encouragement à continuer. Puis j'en conclus quand même que l'innovation, c'est un sport de combat et que de toute façon, il ne faut pas lâcher. Merci à tous les deux pour avoir partagé avec nous ces expériences, ces innovations, ces beaux projets. Merci à vous tous pour votre attention.